plutôt passer en full screen. Attends, maintenant, on a des beaux overlays. Hop là, donc c'est bon sur Twitch aussi. Donc normalement, c'est bon sur Zoom pour les étudiants et c'est bon sur Twitch. On t'entend pas, tu n'as pas configuré ton micro pour la scène. Si normalement c'est good là. Je pense que c'est bon, je pense que maintenant on devrait m'entendre. Je me suis mute. Vous me redites, mais je pense que c'est bon sur Twitch du moins. Ok, top, merci Drivok. Du coup, aujourd'hui, on va se retrouver une petite heure. On va essayer de. On a déjà abordé ce sujet lors de live coding, je pense, mais vu qu'on est lors de la première semaine de C pour la cohorte 27, l'idée c'est de repasser sur du C et surtout d'adapter un peu les pratiques du C avec Holberton, parce que il y a quelques petites particularités. On n'a pas de professeur ici et des fois il y a des tips qu'on aimerait bien quand même connaître lorsqu'on débute le C, parce que c'est assez vaste. Il y a beaucoup de choses à savoir et comme je disais, il y a des petites particularités qu'on n'a pas forcément, même si les Suisses sont sur les campus, on n'est évidemment pas tout le temps disponible. Et nous, en avançant un petit peu, en refaisant plusieurs fois le programme et en voyant les étudiants, bah, je pense qu'il y a des tips qui sont bons à donner. Donc, on va faire assez large. L'idée, c'est essayer de voir le C et dans le même temps de prendre quelques bons tips qu'on pourrait avoir pour les projets en C qui vont nous suivre du coup tout au long du trimestre. Et puis voilà. Alors moi, je vais donner quelques conseils. Peut-être que sur chacun des campus, bah, les SUI ont d'autres conseils. C'est pas quelque chose qui se veut universel pour tous les campus. Moi, c'est un peu ma vision des choses, la vision aussi que je transmets sur les campus parce que je me suis pas présenté. Je suis suisse sur les campus de Rennes et de Laval, donc c'est un peu ce que moi je transmets à Rennes et à Laval. Et forcément, peut-être qu'il y a des petites subtilités que d'autres suites transmettent sur vos campus respectifs. Du coup, on va débuter. Donc, j'ai intitulé cette session Premier pas en C et j'ai ajouté presque au dernier moment à Holberton, parce que comme je vous dis, on va essayer de voir quelques cas particuliers à Holberton, même si ça reste assez général. On va pas aller très profondément dans le C parce que vous êtes dans votre première semaine et l'idée c'est pas de vous donner toutes les réponses et c'est pas non plus de vous perdre parce qu'encore une fois c'est voilà votre première semaine de vraie programmation. Vous allez emmagasiner beaucoup de choses, beaucoup d'informations et en une heure donner à l'appel plein d'informations. Je pense pas que ce sera le plus utile. Donc, on va juste s'arrêter à peu près sur. On va essayer de balayer peut-être le premier projet. En tout cas, moi, je me suis basé sur le premier projet, donc le Hello World, et peut-être une ou deux tâches du second projet. Donc, c'est certainement des tâches pour la majorité des étudiants des Holby Holberton que vous avez déjà réalisées, mais que vous avez certainement réalisées sans tout comprendre parfaitement, et c'est tout à fait normal. Parce que vous apprenez et vous découvrez une nouvelle chose. Et l'idée, c'est de prendre justement un temps pour aller un peu plus loin, et puis développer davantage bah, ces tâches-là, en tout cas les petites particularités du langage. Euh, Hop là, je passe à la slide. Alors forcément, petite slide de présentation pour rappeler le C. Donc c'est pas non plus ultra technique, mais c'est plus pour essayer de se rappeler d'un point de vue culture informatique. Donc le C, ça a été créé par les laboratoires Bell Labs de mémoire. Et ça a été créé en 1972. J'ai ma cheat sheet juste devant moi, comme vous, par Dennis Ritchie et Kenneth Thompson, qui travaillaient aussi sur les systèmes Unix, etc. Donc, l'objectif principal, bon, je lis ma slide, mais c'était de réécrire le système Unix, justement, de l'améliorer, logarique, et de s'inspirer d'autres langages comme le langage B. Donc c'est un langage avec le paradigme impératif, c'est-à-dire qu'on va vraiment donner des instructions. Bas niveau, ça veut dire qu'on va très facilement communiquer avec notre machine, donc on va directement pouvoir communiquer avec les composants. En général, quand on parle composants informatiques, on a le disque dur qui est un peu la mémoire froide, si, en gros où les données sont vraiment persistantes. La mémoire vive, qui est bah, justement, on dit elle est vive, elle est beaucoup plus rapide d'ailleurs en général. Et là, par contre, c'est pour plutôt stocker des données de manière temporaire ou le temps de l'exécution d'un programme. Et du coup, bah, avec tous ces composants, processeurs aussi, etc., on va pouvoir communiquer avec le langage C, ce qui en fait un langage idéal pour contrôler les performances de nos machines. Voilà, on a petite fin de texte avec qui reste fondamentale dans l'informatique moderne. Effectivement, on le retrouve encore dans beaucoup de secteurs. Alors, ensuite, vous avez dû le voir, donc le langage C, c'est un langage qu'on dit compilé.
Alors on entend souvent deux types comme ça on entend soit compilation, soit interprétation. Donc on a une petite image. La compilation, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez écrire, on va refaire rapidement juste une petite redite là-dessus parce que c'est pas le but non plus d'aller trop loin et en vérité on dormira aussi d'ici là et vous aurez peut-être oublié certaines choses mais c'est toujours bien de faire un rappel. Donc langage compilé, c'est que vous allez écrire votre code puis ensuite vous allez avoir une sorte de machine qui va le lire et le tester, etc., pour le transformer en exécutable. Si vous avez des problèmes dans ce code-là, la machine va s'arrêter et ne vous fera pas votre exécutable. Donc ça permet, il y a pas mal d'avantages. D'ailleurs, je crois que on les a listés ici, euh, ou alors ils sont après. Non, pas forcément, mais ça permet déjà de d'être assez rigoureux sur le code et d'éviter les erreurs. Très souvent lié avec les langages typés. Alors, on va revenir un peu sur cette notion de typé. Donc, le typage, il y a le typage statique et le typage dynamique. Et en général, le dynamique, par contre, c'est l'interprétation qui est à droite, où là, on va lire le code ligne par ligne en temps réel. Donc, le C, c'est un langage qui est compilé, donc qui est transformé en plusieurs types de langages différents globalement et ce qui surtout va être beaucoup plus rigoureux, va vérifier et ne va pas vous sortir un exécutable aussi facilement que pour un langage interprété. Le Python que vous verrez lors du second trimestre est lui par contre un langage interprété. Voilà globalement. L'idée encore une fois c'est pas trop de s'attarder dessus. On a remis un petit peu les étapes de la compilation. Je crois que ma cam elle est pas super bien là. Est-ce que je peux essayer de la régler? Hop là, qu'on voit en un peu plus grand peut-être. Je fais un petit réglage technique en même temps. Non, on n'a pas. Bon, c'est pas grave. Je serai en mini tout en bas à droite. Je serai en mini tout en bas à droite. Excusez-moi, c'est un petit problème de réglage. Ça fonctionnait avant. J'ajusterai ça pour la prochaine fois. Et la découverte du C. Ouais. Ouais, ouais, je pense que ça donne des sueurs un peu à certains. Il y a aussi les C26, quand on leur reparle de C, ça leur redonne aussi des sueurs. Mais en vérité, c'est quand on comprend et qu'on y revient, on y prend de plus en plus goût. Ok, bon, bah, je sais pas trop. De toute façon, j'ai l'impression que... Ah si, hop là. Attendez, alors il y a un petit décalage. Voilà, regardez, ça juste en... Parfait. Du coup, donc je suis sur cette slide, donc les étapes de la compilation. Après, on va essayer d'aller voir directement du C parce que, bon, il y a la théorie, mais on veut voir aussi l'application. Donc le code source, globalement, le code source, donc c'est vraiment le point C, vous savez, le fichier point C avec le code source, en effet. Le préprocesseur qui va traiter les include, les define, etc. Donc ça, vous verrez ça davantage après dans les projets. Encore une fois, je ne vais pas trop m'étaler sur des sujets que pour cette semaine, on n'a pas trop envie de développer davantage. Le compilateur qui va transformer votre code en code assembleur. Donc pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller voir à quoi ressemble du code assembleur. Ça fait un peu archaïque et on sent que c'est un peu plus vieux, mais c'est une étape nécessaire dans la compilation. Enfin, l'assemblage, on va à un fichier .o. Donc vous savez tous, justement, on parle un peu de machine là, à la toute base, et moi je trouve ça toujours. Hello Jean-Mich prof, prof code. Euh, et moi je trouve ça toujours impressionnant de prendre du recul et de se dire que tout le code qu'on écrit, bah finalement, quand ça va être interprété par la machine, donc votre processeur, et votre machine de manière générale, bah, en fait, c'est que du binaire, c'est que des zéros et des 1, des informations, des informations qui sont envoyées comme ça. Donc, imaginez un circuit électrique ouvert, fermé, et toute la base, c'est ça. Donc, globalement, avec l'assemblage, après, vous avez la génération du code objet, qui est une génération en code binaire, et enfin, vous avez l'éditeur de liens qui fait un peu le mix de tout ce qu'il a compilé et transformé pour ensuite vous redonner l'exécutable à la fin. Donc voilà globalement pour refaire une passe sur la compilation. Euh, ok, donc on a vu ça. Moi j'ai mes petites notes en plus à côté pour me faire mon petit sommaire. L'idée après, on avait quoi comme slide? On va essayer de configurer une sandbox. Donc comme je vous dis, je me remets un peu à la place d'un étudiant. J'ai un peu plus forcément de maintenant d'expérience et je referai pas de la même manière. Ah mais je vois que j'ai ma barre de zoom qui est en plein milieu en fait. On va essayer de mettre ça en haut. Hop là. Euh, Donc, on va voir ce que c'est que le rôle du linter. Alors, linter, c'est un grand mot hein, parce qu'on va forcément parler de Betty. Je pense que certains d'entre vous disent déjà, je me tire les cheveux avec Betty. En vérité, vous verrez qu'après plusieurs semaines,
Betty, ce sera le cadet de vos soucis. Et que quand on n'a plus que Betty comme check à passer, on est généralement content. Donc voilà. Donc globalement, à l'Inter, c'est quoi? De manière générale, ça permet de faire une analyse, de détecter des erreurs. Alors Betty en soi, elle détecte pas forcément des erreurs, elle va surtout détecter des erreurs de style. Il y a des conventions qui existent dans les différents langages de programmation, des manières de d'écrire le code, et en fait, bah, ces manières d'écrire du code, alors soit elles sont vraiment universelles, moi j'essaie de me renseigner assez là-dessus, soit bah, il y a différentes normes au fil du temps qui ont évolué. Betty, son rôle, c'est d'avoir un standard en général à Alberton. Si je dis pas de bêtises, on est basé plutôt sur le standard 89, donc de 1989. Donc on fait du C version il y a 35 ans, un peu plus. Donc Betty, c'est ça. En fait, elle va checker si vous écrivez bien de la bonne forme, en tout cas la mise en forme. Imaginez par exemple que vous écrivez, parce qu'on dit souvent écrire du code, vous écrivez du code, et ben je dis n'importe quoi, peut-être que vous avez tous certainement déjà fait peut-être une lettre de motivation ou peu importe une lettre, et ben les paragraphes, faut que ce soit un peu décalé, etc., etc. Ça fait partie de la mise en forme d'une lettre. Et ben pour le code, pour l'écriture de code, c'est pareil, il y a des règles de mise en forme, et le rôle du linter, entre autres, c'est de vérifier ces règles de mise en forme, et c'est aussi le rôle de Betty. Ok, donc l'idée c'est d'aller choper une sandbox. Donc je crois que j'en ai créé une en avance, histoire de gagner du temps. Vous avez deux options, voire trois. En général, celle qui est, alors quand je parle d'options, c'est pour la sandbox. C'est soit vous faites par le protocole SSH, donc Secure Shell, pour vous connecter à votre sandbox. Rappel sur les sandbox. Les sandbox, si on traduit, c'est bac à sable. Globalement, c'est un environnement virtuel. Imaginez une sorte d'ordinateur virtuel qui est vraiment quasiment pas lié à votre ordinateur, à votre vrai ordinateur. Donc, sur une sandbox, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout casser. Bon, alors bien sûr, s'il y a des cracks vraiment, voilà, restez quand même soft. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez tester des choses. C'est fait pour. Donc pas de souci là-dessus. Donc moi, je vais plutôt me connecter avec le protocole SSH et donc directement grâce à mon terminal. Donc je vais aller dans mon terminal. Est-ce qu'on voit bien mon terminal? On voit bien mon terminal. Et du coup, je vais appeler la commande SSH, qui est une commande comme ls, etc. Et je vais rentrer l'adresse et mon port de ma sandbox, hop, pour m'y connecter. Et donc là, jusque-là, je pense que j'ai perdu personne. Hop, hop. Donc, j'arrive sur ma nouvelle sandbox qui est toute fraîche, et bah, vous l'avez vu, je pense, durant ces dernières semaines, on a un environnement qui est déjà un peu préconçu avec des directories, donc des dossiers et puis des fichiers. C'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Euh, Petit point sur, nous on l'a vu un petit peu, cette concept page-là qui est donnée dans l'intranet directement, c'est comment configurer vos sandbox. Alors, pour ce live, disclaimer, je vais travailler sur Sandbox parce que moi, je considère en tout cas que c'est important de continuer à travailler sur Sandbox au moins un mois. Puis après, nous, ce qu'on fait, après le premier mois, on va commencer à s'intéresser à VS Code, etc. ou d'autres IDE pour, euh, pour travailler, mais ça reste quand même assez important selon moi, même si on peut avoir un terminal dans des IDE, évidemment, ça reste important de bien travailler avec un terminal, une sandbox, au moins pour ce premier mois. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me réfère à cette concept page qui a été, comme on le voit, réalisée par Oussem. Et puis là, du coup, on a un script bash qu'on n'est pas obligé de comprendre. On a de la configuration GitHub, on va pas la faire aujourd'hui, parce que ça permet globalement d'automatiser le repo, donc le dépôt sur lequel on stocke notre code, pour le cloner en début de journée, par exemple, lorsque vous commencez à travailler. Moi, ce qui va plutôt m'intéresser ici, c'est la partie, on le voit, c'est avec les petits hashtags, là, les dièses, on voit qu'il y a une partie Betty qui finalement reprend un petit peu le début du tout premier projet en C qui vous dit comment installer Betty, etc. Là, il le fait un peu tout seul, de manière générale. Et puis, on a des configurations, Emacs configuration et Vim configuration. En général, les Olby veulent passer sur VS Code, etc. assez rapidement parce que bah, on a des outils qui nous permettent de faciliter le développement informatique, et c'est tout à fait vrai. C'est vrai que quand on met pas ces configurations-là, c'est vrai que Emacs ou Vim, ça peut être un peu rustique. Donc je comprends tout à fait, mais vous allez voir qu'avec ces scripts-là, bah, c'est beaucoup mieux et il y a beaucoup moins de problèmes. Donc nous, on va plutôt travailler sur Sandbox. Ça va me ramener en plus quelques années en arrière.
Donc moi, ce qui m'intéresse, je l'ai dit, c'est d'avoir la Betty configuration. Et je vais même pas la prendre. Je fais de... Et quoique... De toute façon, Betty doit y être de base. On va d'abord regarder dans le terminal et je vais vous montrer du coup un exemple. Donc Emacs. Donc on va se faire un fichier main.c tout simplement. On va pas aller au-delà de la fonction main et d'un fichier main.c aujourd'hui, encore une fois, dans l'idée de rester au niveau où vous êtes. Et on va aller un peu dans Emacs. Donc bon, j'ai plus tous les raccourcis en tête, mais c'est pas trop grave. Donc l'idée c'est que on a déjà un petit peu le code couleur. Si on veut l'include, on verra ça plus tard. Je pense pas d'ailleurs dans cette session. Et on va parler après de la fonction main tranquillement, mais là c'est pas l'objet tout de suite de la live session. Donc là en fait on voit si je veux écrire peu importe hello live session. Donc là on a quand même une petite mise en forme qui est appliquée. On voit on a à peu près deux espaces, une sorte de mini tabulation. Et donc si je fais ça, on va pas oublier notre return, on abordera aussi le return à la fin. Si je fais ça, on va tester. Je crois que Betty est déjà de base installé, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et là, on a des warnings. Voilà, il veut pas d'espace au début de la ligne, etc., etc. Donc, assez pénible. Faut tout aller faire à la main, etc. Enfin, comme je disais. Euh, donc, l'idée, en fait, en reprenant mon script de tout à l'heure, alors, c'est ici. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais prendre la configuration Emacs qui va en fait tout simplement configurer Emacs, encore une fois, vu que c'est un fichier de configuration, et faire en sorte de s'adapter à la syntaxe qu'attend, enfin la mise en forme qu'attend Betty. Donc déjà, au moins, on configure notre Emacs et après, on n'a quasiment pas besoin de se soucier de Betty, hormis pour des petites parenthèses, des choses comme ça. Donc je vais prendre la Emacs configuration et je vais suivre les étapes en haut, c'est-à-dire que je vais me créer un fichier myconfig, je vais le rendre exécutable, puis je vais l'exécuter, et comme ça, mon Emacs, on verra la différence après. Euh, Ça devrait être. On verra qu'il y aura beaucoup plus d'espace dans les indentations, etc. Donc, on a dit Emacs myconfig, parce que j'ai besoin de créer un fichier. Je vais mettre ça. Donc là, j'ai mis mon script, je l'enregistre, je quitte, je le rends exécutable. Est-ce qu'il le trouve? Hop. Moi, j'aime bien vérifier si je l'ai bien mis en exécutable. Donc, je fais un ls-l. Et là, je le vois, s'il est en vert, c'est qu'il est en exécutable. Je commence à avoir beaucoup de lignes, je suis un maniaque. Donc, je clear très rapidement mon terminal. C'est pas forcément recommandé parce que des fois on a besoin d'avoir un historique, donc le faites pas tout le temps. Euh, donc là c'est bon et il me manque plus que du coup à l'exécuter si je dis pas de bêtises. Donc on va l'exécuter. Bon là il s'est pas passé grand chose et on va retourner dans notre main.c. Déjà on va le supprimer et on va le recréer. Et donc là vous allez voir il n'y a pas grand chose qui change, mais vous allez voir qu'à mon avis, hop, je refais ma petite fonction main. Encore une fois, on va en reparler après de la fonction main. Et là, vous voyez tout de suite, quand j'ai mis mon accolade, pareil, ça on va en reparler, et que là je vais faire entrer, parce que du coup je veux sauter une ligne, au lieu d'avoir deux espaces comme initialement, je vais en avoir 8. Et ça c'est ça que Betty elle recherche. Et d'ailleurs, vous voyez, quand je fais les flèches vers la gauche, là tout de suite, j'ai un espèce de barre jaune, en fait ça m'indique que c'est une tabulation, donc c'est une tabulation qu'attend Betty plutôt qu'un espace, parce que si c'était un espace, ben, en fait, il me renverrait espace par espace. Donc c'est bien les tabulations. Donc là je vais pouvoir écrire mon code, et on peut tout à fait essayer Hello Live Session comme tout à l'heure, rapidement. Hop, on va pas oublier les returns. Et on va fermer la braquette. Donc là, vous voyez où il est, mon curseur. Et si je ferme la braquette, donc l'accolade, elle se met automatiquement. Ok. Hop là. Donc j'aurais peut-être encore quelques soucis avec Betty. Et je pense qu'à mon avis, elle va me demander de commenter. Voilà, elle n'a pas trouvé de description parce qu'elle veut de la documentation en haut. Ça, je sais pas si on le fera aujourd'hui. On va plutôt se focaliser sur d'autres choses. Très bien. Je vais passer un peu à la suite pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc, si je reviens, je crois, sur ma présentation, on en était là. Donc, on a vu le linter, on a vu l'installation de Betty. D'ailleurs, vous avez vu que Betty, finalement, je l'ai pas mis, j'ai pris que la partie Emacs. Si vous travaillez sur Vim, prenez la partie Vim du script de la concept page, parce que Betty est déjà installée désormais sur les sandbox, donc vous n'avez plus besoin de l'installer si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai...
Alors, on a bit colonel, n'importe qui idiot peut écrire, les bouffins écrivent du code que les humains peuvent comprendre. C'est vrai, bit colonel, t'as tout à fait raison, mon colonel. Vous avez un intranet, c'est super ça. En effet, on a un intranet qui est à disposition des étudiants pour qu'ils puissent réaliser leurs projets et qu'ils aient accès aussi à tout un tas d'outils pour leur formation. Bon, le temps passe, du coup, je vais avancer. Du coup, on a vu l'Inter, on va passer un peu plus dans la programmation à proprement parler, en tout cas la programmation, les bases du C, même parce que c'est les bases que c'est simple. On va parler un petit peu de la fonction main. La fonction main en C, vous la retrouvez dans d'autres, d'ailleurs, dans d'autres langages, par exemple en Java ou en C Sharp, il me semble aussi, si j'ai bonne mémoire. En fait, c'est ce qu'on appelle le point d'entrée. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu les étapes de compilation, donc vous allez faire votre code source, etc. Si vous avez un exécutable à la fin, s'il n'y a pas de main dans la compilation, il ne sait pas par où il commence le programme. Globalement, il faut voir, bah, finalement, c'est très bien cette image-là, c'est une pyramide. Et quand votre exécutable, vous allez l'exécuter, il va commencer en haut de la pyramide, là, et puis il va d'abord lire ce qu'il y a à l'intérieur du fichier main. Ça, c'est très important à visualiser. On va aller voir après dans le code. Mais le tout premier point d'entrée, la toute première chose que fait un programme quand il se lit, en tout cas en C, c'est qu'il va dans la fonction main, la fonction main. Ok. Après, encore une fois, donc, je pense que pas tout le monde n'est pas encore rendu au projet de fonction, mais la fonction main peut appeler d'autres fonctions à l'intérieur et ces fonctions même elles-mêmes peuvent appeler plein d'autres fonctions, etc. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle le point d'entrée, le début de votre programme, c'est la fonction main. Ok. On essaiera de regarder d'ailleurs les projets de cette semaine parce qu'il y a encore des fois en tout cas sur le projet 3, je pense, le troisième projet, quelques incompréhensions au début de cette semaine-là que vous êtes en train de réaliser. Donc je m'adresse au C27. Vous avez une grosse partie de la semaine où vous faites des fonctions main, donc le point d'entrée, juste main et vous écrivez votre code comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Et à partir du projet 3, on vous demande de créer des fonctions euh, en dehors de la fonction main. Mais en fait, le main, il vous est directement donné dans l'espèce d'encadré gris. On verra ça tout à l'heure parce que moi, ça me semble très important à comprendre. Et sans le main, en fait, bah, votre fonction, vous pouvez pas l'exécuter. Donc on verra peut-être qu'on aura le temps d'aller développer ça. Donc la signature, elle est standard. Vous, celle que vous allez pour l'instant beaucoup utiliser, c'est int main void. Donc void, ça veut dire qu'il n'attend pas de paramètres. Encore une fois, je vais pas détailler les fonctions aujourd'hui. L'idée, c'est de vraiment rester sur le plus basique, les variables, etc. Mais on a des fonctions main qui sont un peu plus détaillées, qui prennent des paramètres supplémentaires. En tout cas, il y a 2 à 3 standards. On peut pas mettre n'importe quoi dans les parenthèses après le main ici. Là où dans d'autres fonctions, on peut créer nos propres fonctions avec les paramètres qu'on veut. Dans la fonction main, par contre, il y a vraiment des règles à respecter au niveau des paramètres qu'on met à l'intérieur. Et c'est la fonction système, donc en généralement c'est assez vaste, hein, dit comme ça que c'est géré automatiquement par l'OS. Et le CRT c'est c'est runtime, donc c'est ce qui va transformer un peu tout votre code globalement. Et ça c'est fourni avec votre système d'exploitation. Donc, euh, donc voilà, il a besoin d'accéder à cette fonction main en C. Qu'est-ce que je m'étais noté? Euh, Voilà, on peut passer au return et après on essaie d'aller faire rapidement du code, du C, pour essayer de voir comment ça fonctionne. Donc le return, c'est pareil, c'est un concept qui est assez important à comprendre. Return, donc si on devait le traduire tout simplement, littéralement, c'est-à-dire retourner quelque chose. Donc imaginez qu'une fonction, c'est un outil, et votre outil, vous attendez quelque chose. Elle va vous donner un résultat. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais clé à molette, elle va vous permettre de retourner là, un serrage de boulon, quoi. Ça va vous permettre de serrer le boulon. Donc le retour, c'est ça, c'est l'information que va donner à la fin de la fonction, parce que lorsqu'on arrive à un return, on sort de la fonction. C'est l'information qu'elle va donner à sa fin lorsqu'elle se termine, cette fonction-là, d'accord? Le code. Du coup, on a quoi dans cette slide? Donc, valeur de retour, c'est la valeur que renvoie depuis une fonction, c'est ce qu'on se disait. Le statut du programme, en général, lors de ces premières semaines, là, vous verrez, vous aurez soit return 0, en général, ce code-là, ça veut dire que le programme s'est terminé avec succès, soit 1, et là, c'est plutôt qu'il y a eu une erreur, et donc, si on a un return 1, c'est qu'il y a eu une erreur. Je me répète un petit peu. Sortie anticipée aussi permet de quitter une fonction avant sa fin. Alors là, c'est un peu plus flou, j'imagine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, des returns, il peut y en avoir plusieurs dans votre code. J'ai pas envie de vous perdre, mais si on couple les returns avec des conditions, vu que les conditions, ce sont des chemins globalement, on va pas toujours emprunter ces chemins-là. Donc certains returns ne seront pas atteints. Il y en aura toujours qu'un qui va être atteint, mais on peut en placer plusieurs dans le programme. Je pense que c'est assez flou comme ça
sans vous montrer, mais on va venir à la pratique juste après. Et enfin, la communication, donc transfert de données entre fonctions, c'est parce que, comme on le disait, on renvoie à la fin d'une fonction une valeur. Et comme on le disait, il y a la fonction main. Cette fonction main, elle peut appeler des fonctions. Ces propres fonctions-là peuvent appeler d'autres fonctions. Je parle beaucoup de fonctions alors qu'on n'a pas présenté le, le principe des fonctions, mais bon, vous pourrez y revenir plus tard sur ce live session si besoin. Et du coup, ces fonctions-là, quand elles vont se terminer, dont on parlait, les fonctions dans des fonctions, bah, elles renvoient toujours des valeurs à la fonction plus haute. Donc ça permet de communiquer des informations à travers le code. Voilà, on va pas aller plus loin, je veux pas vous perdre. Euh, ok, bon, on va aller un petit peu dans mon Emacs là, retrouver mon Emacs. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Ouais. Donc je retourne dans mon main.c et on va essayer de la décortiquer un peu cette fonction main. Donc là, elle est là et globalement, cette fonction main, je ne sais pas si on voit très très bien, je pense que oui, ça va. On a trois éléments. Donc on a la première partie qui est int main. Alors la fonction main, elle renvoie toujours un int. Donc un int, on va venir aussi après aux variables, ça veut dire un entier, globalement, comprenez un nombre. Un nombre. Tout à l'heure, on a vu que dans la slide, on renvoyait 0 ou on renvoyait 1. Donc 0 ou 1, c'est bel et bien des nombres. Donc on peut pas renvoyer, par exemple, coucou. Je pourrais pas mettre dans mon return ici coucou. Ça, il va me dire non parce que le return, il est lié à ce qui est ici, int, return coucou, et là, du coup, c'est plutôt une chaîne de caractères, vous verrez ça aussi un peu plus tard, et c'est pas un nombre. Donc là, ça me causerait une erreur, on peut essayer d'aller voir ensemble. Euh, on va se prendre notre commande de compilation. Alors moi, je vais un peu la raccourcir, comparée à celle que vous avez dans l'intranet. Dans l'intranet, vous avez plusieurs options derrière, des wall, std égale 89, etc. Tout ça, c'est des options supplémentaires parce que GCC, c'est une commande comme ls, donc elle a ses propres options. Et les -wall, c'est pour vous donner les warnings, activer tous les warnings, activer un standard d'écriture particulier, parce qu'en fonction des langages de programmation, donc nous, on a dit qu'on était sur un C qui est standardisé sur l'année 1989, et il y a aussi un standard de l'année 1999. Il y a des choses qu'on peut faire dans la version du C 1999 qu'on ne peut pas faire dans la version 1989. Donc tout ça, c'est des options qu'on peut spécifier dans la commande GCC. Là, je vais pas trop m'embêter, je vais juste mettre gcc main.c, et du coup, j'ai déjà une première erreur. Donc c'est l'erreur dont on parlait, c'est que là, il me dit que je suis en train de retourner un char étoile, donc un char étoile, on s'en fiche pour un moment de ce que c'est, mais une chaîne de caractères, je suis en train de lui renvoyer une phrase alors qu'il me dit d'une fonction qui a plutôt un type de retour int, donc c'est ce qu'on voyait un peu plus haut, donc bah ça fonctionne pas en fait. Et vous voyez, on revient un petit peu aux étapes de compilation dont on parlait plus tôt, qui est que bah si vous avez une erreur dans votre programme, la compilation échoue et vous n'avez pas votre exécutable. Donc c'est assez rigolo. Donc là, il me dit que j'ai une erreur à coucou, je vais aller voir. On n'est même pas obligé d'aller voir tout de suite. Je vais me servir juste de 4. Et donc on est d'accord, bah ici là, ce que je suis en train de sélectionner, ah oui, il veut un entier et je lui ai envoyé coucou, donc c'est ce que je disais. Donc si par contre je renvoie 0 comme on a fait au début, ça fonctionne. Euh, je retourne ici. Du coup, donc on a notre type de retour. Donc ici, vous pourrez aussi apercevoir void parfois. Donc au lieu de int, vous pouvez aussi apercevoir char. S'il y a char, du coup, on va revenir un peu sur les types de variables après. S'il y a char, bah, c'est que du coup, il faut que je dois renvoyer un caractère dans mon return. Hop, et du coup, bah, un caractère, ce serait ça. À noter que ça fonctionne aussi sur un int, et on va le voir après, parce qu'il y a la table ASCII, mais on va voir ça après. Donc ça peut changer. Et comme je disais, vous pouvez aussi rencontrer void. Alors quand vous avez void, alors void main, ça fonctionne pas. Comme je vous dis, c'est une convention main. La fonction main, elle renvoie toujours un int. Voilà. Mais vous pouvez faire des fonctions où ici, ce premier mot-clé, c'est void. Et si c'est void, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de spécifier un return. Ça veut dire que vous renvoyez rien. Donc j'en sais rien. Moi, ça pourrait être une. Encore une fois, j'ai pas trop détaillé ce qu'est une fonction, mais ça pourrait être une fonction qui écrit votre prénom avec printf à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de faire de return, même si ça pourrait être. Enfin, quoique. Donc voilà. Euh, voilà, le nom de la fonction qu'on voit en violet, donc ici en l'occurrence c'est main, et les paramètres. Je ne vais pas m'étaler dessus. Ensuite, quelque chose qui est assez important, c'est comprendre comment fonctionne l'écriture
c'est pas du code. Ici, vous avez des accolades. En général, vous entendrez plutôt le terme bracket. Et tout simplement, si on reprend les bases, le code, du coup, la programmation, c'est du ligne par ligne. C'est une séquence d'instructions. Donc, une instruction, vous voyez, quand on a ce petit point-virgule à la fin d'une ligne de code, c'est qu'on est en train de faire une instruction. On communique à l'ordinateur, on lui dit, fais-moi ça. Et du coup, là, on a deux instructions, vu qu'on a deux points-virgule. Donc, ce sont des séquences d'instructions. Les accolades, ici, les brackets, comme je le disais, elles permettent de spécifier qu'on va rentrer dans un bloc d'instructions. Donc, c'est-à-dire euh, qu'à l'intérieur de ces accolades, il va y avoir plusieurs instructions. Ok. On prend un petit peu d'avance sur un sujet qu'on verra peut-être en fin de live. Si je faisais une boucle, donc vous avez peut-être vu un petit peu ce qui est boucle. On s'en fiche, hein. Je vais faire des erreurs tout de suite. Vous fiez pas forcément à ça parce que j'ai pas déclaré de variable, etc. Mais si j'ai ma boucle, il y en a qui écrivent leur boucle comme ça. Voilà. Et quand vous faites un while, vous avez dû voir que bah, là aussi, vous ouvrez les accolades. Et bah pareil. Donc là, on a le bloc d'instructions de notre fonction main et on va avoir des instructions aussi à l'intérieur de cette boucle. Donc tout ce qu'on va écrire, j'en sais rien, printf, voilà, %d, i, ça fonctionnait. Hop, hop. Et ben là, j'ai mes deux accolades, je vais les enlever. Et du coup, c'est les instructions ici. Là, j'ai une instruction qui appartient à la boucle while parce que j'ai ouvert les accolades dans la boucle while. Donc, j'ai dit que dans ma boucle while, j'allais mettre plusieurs instructions. C'est ce qui va être réalisé dans ma boucle while. On essaiera de détailler les boucles si on a le temps, parce que c'est vrai que le temps passe très vite. Donc, ça me semblait important de bien comprendre euh, ces brackets-là, ces accolades, même si ça, je pense que pour beaucoup c'est acquis, mais il faut quand même je pense, le répéter. Donc, bloc d'instructions et des instructions. Dans certains langages, on n'a pas ces points-virgules à la fin. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, le C est assez rigoureux là-dessus. Voilà, on a vu du coup la fonction main, on a vu comment fonctionnait le return du main, en tout cas à quoi était lié le return. Donc, je rappelle à la première partie de la signature. Donc, si on a un int ici, on envoie un int ici. L'idée maintenant, c'est de voir un petit peu les variables, de parler un peu des variables. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ici là, si je suis en capacité d'y répondre, j'y répondrai. Et là, du coup, pour vous donner un peu une visibilité sur les 25 prochaines minutes, on va essayer de voir les variables. On va parler d'un langage typé, enfin, on va parler de ce qu'est le typage statique. On va essayer de voir aussi la table ASCII. Euh, je m'étais noté comprendre une erreur en C, mais on a été voir un petit peu le compilateur tout à l'heure quand j'ai essayé de compiler avec le mauvais return. Donc, pour faire aussi une petite parenthèse là-dessus, vous voyez que votre compilateur, il n'est pas là pour vous entraver, il est là pour que vous compreniez vos erreurs. Dans le framework, il y a une des étapes, c'est liser les messages d'erreur. C'est pas facile en C, parce qu'en C, on a très vite 40 erreurs. Mais en général, c'est une erreur qui permet de débloquer toutes les autres. Alors, pas tout le temps, mais apprenez à lire les erreurs de votre compilateur, même si c'est pas simple. Et puis, ça ira beaucoup mieux. Avant même d'aller chercher après dans de la doc ou de faire de l'IA, des fois, le simple fait de lire les erreurs, on a la chance d'avoir un compilateur, des fois, je dirais la malchance au début, profitez-en. Donc on voit un petit peu les variables, puis après on va essayer peut-être de rentrer dans les conditions et les boucles, si on a le temps. Donc, je crois que je peux repasser un petit peu sur ma présentation. Donc tout ça, on a vu l'instruction return. On a les variables et le typage statique en C. Donc, on entend très régulièrement deux types de typage. Donc, les variables, pour petit rappel, ça permet quoi? C'est globalement imaginer une boîte dans laquelle on va stocker une donnée et à cette boîte-là, on va pouvoir s'en servir après dans le code, on va pouvoir remodifier sa valeur, etc. Ok. On va voir ça après. On a un exemple à gauche où on a une variable qui est intitulée number pour nombre et dans laquelle on veut que number, donc la valeur de number, soit égale à 9. Donc le égal, on assigne une valeur à la variable. Alors, si on avait juste int number point virgule, on ferait ce qu'on appelle une déclaration de variable. C'est-à-dire qu'on déclare une variable, mais on lui a pas donné de valeur. Donc voilà, c'est juste une déclaration de variable. Il faut faire attention aussi, je trouve, au langage, même si c'est tout à fait normal de se tromper hein, lorsqu'on découvre le C. Quand ensuite, si j'avais fait number est égal à 9, c'est ce qu'on appelle une initialisation de variable. C'est-à-dire que là, on l'initialise, donc son statut initial, sa valeur initiale, ça va être 9. Donc là, on fait une déclaration plus une initialisation. Ok. C'est pas si important que ça, mais enfin, si, ça paraît important des fois de bien connaître, d'avoir le bon jargon technique.
Du coup, les variables et le typage statique en C, je vais revenir à ça. On entend souvent le typage dynamique ou le typage statique. Euh, Parfois, il y a certaines personnes qui sont assez réticents à se dire, ouais, le C, etc. Dans certaines formations, on apprend directement avec du Python ou du JavaScript, qui sont des langages qui sont typés, ce qu'on appelle plutôt dynamiquement. C'est-à-dire que quand on va créer une variable, on va pas dire à la variable, on va pas donner l'information à la variable de savoir si c'est un nombre, si c'est une lettre, si c'est une chaîne de caractères. Donc, ce qu'on entend par chaîne de caractères, c'est une phrase globalement ou un mot. On va pas lui donner cette information-là. On va juste lui dire, bah, tu me crées une variable et dedans, je te mets soit un nombre, soit une lettre, soit une string, etc. Enfin, une chaîne de caractères. Et à toi de te débrouiller pour comprendre et deviner ce que c'est. En C et dans d'autres langages qui sont plus rigoureux et souvent recherchés d'ailleurs sur le marché du travail, en tout cas dans les bassins où nous, on est à Rennes-Laval, c'est aussi quelque chose qu'on voit en Java, donc on a le typage statique. Donc le typage statique, et ça demande plus de rigueur, c'est moins simple, mais ça laisse aussi moins de place à l'erreur. C'est-à-dire qu'on va devoir spécifier à chaque création de variable de quel type est la variable. Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est un caractère? Est-ce que c'est une phrase? Donc ça, vous le verrez plus tard, ou un mot. Nous, on va surtout s'attarder sur, en tout cas pour les premiers projets, c'est les entiers. Donc quand on entend entier, c'est un nombre entier, c'est-à-dire qu'il n'a pas de virgule, etc. Et aussi le caractère, donc un caractère A, B, C, D, E, F, G, etc. Vous en avez plein d'autres, et ça on va le voir d'ailleurs parce qu'ils sont répertoriés dans la table ASCII qui fait un peu peur, je pense qu'on la découvre. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans cette slide? Donc la déclaration, elle est explicite, on entend par explicite, c'est-à-dire qu'on donne l'information, comme je disais, on ne laisse pas deviner. Oui, bien sûr, bonjour c'est Draman, et oui, bien sûr, la rediffusion sera disponible après le live directement sur la chaîne Twitch Holberton France, mais pendant un laps de temps assez court. Je crois que c'est à peu près une semaine, mais après vous pouvez retrouver les diffusions des live coding sur. J'en profite pour faire une petite page de pub. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Holberton France, et on a d'ailleurs toute une série de live coding. En général, vous avez plein d'aides pour les projets ou même des projets d'Otsui qui dépassent le cadre de la formation. Du coup, pour revenir à nos boutons, donc on a trois blocs. On a déclaration explicite, donc c'est-à-dire qu'on dit au compilateur qu'est-ce qu'on attend comme information. Le type de chaque variable doit être défini lors de sa création. On a les exemples. Vérification à la compilation, on en a parlé. Et on a sécurité accrue, donc empêche l'utilisation de type imprévu ou ambigu, réduit les bugs liés aux conversions implicites. Pour se donner un exemple, peut-être que certains sont sortis un petit peu des exercices Holberton. On a souvent des petits exercices quand on découvre les langages de programmation où on nous demande de récupérer l'entrée d'un utilisateur. Donc on a vu lors des premières semaines la différence entre sortie, donc sortie l'information que l'ordinateur nous donne, et l'entrée, l'information qu'on va donner à un utilisateur. On peut très bien écrire un programme en C où on demande une information à un utilisateur. Si par exemple demain, moi dans mon terminal, je veux faire un petit programme qui demande l'âge à un utilisateur, et ben je veux pas forcément qu'il me donne A, B, C, D en âge. C'est-à-dire qu'on veut avoir le contrôle sur ce qu'il nous donne, donc ça sert à ça de typer, de bien contrôler les informations qu'on entre ou aussi qu'on sort. Donc voilà. Donc nous on va rester sur les entiers. Donc on disait nombre entier, pas de virgule derrière, pas de décimale, et un caractère. Euh, Est-ce qu'on peut se faire un petit peu de... hop là. Bon, il n'y a pas grand-chose à coder ici. Si on veut créer un entier, on met int, number, c'est exactement ce que j'ai pris tout à l'heure. Et si on voulait se créer un caractère, donc par exemple juste une lettre simple, on se mettrait... Ok, donc voilà. Et autre chose qui est très important, c'est que du coup, vous pouvez pas... je vais reprendre un vieux dicton, mais du coup, quand vous avez un langage qui est typé statiquement, donc qui est statique, c'est-à-dire que ça bouge pas, il faut vraiment avoir le dicton en tête, ne pas mélanger les torchons, les serviettes et les torchons, ou les torchons et les serviettes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas assigner un nombre à une lettre. Par exemple, je pourrais pas faire letter est égal à number. Parce que là, dans ces cas-là, je suis en train de lui dire, bah, dans ce char-là, tu me mets le 9. Alors, en théorie, on va voir qu'avec la ASCII, ça fonctionne, mais si j'avais mis un nombre plus haut, faut vite qu'on voit la table ASCII parce que ça porte à confusion. Mais si j'avais mis 190, là, il va comprendre que c'est plus loin que la table ASCII. Il va dire, oula, t'es en train de me mettre un entier plus haut dans un type qui fonctionne pas. Ça va surtout être vrai pour les chaînes de caractères. Par exemple, on peut pas mettre un nombre entier dans une chaîne de caractères. Donc, faites attention. En général, c'est de là d'où provient beaucoup d'erreurs. C'est qu'on essaie de mettre un type, d'assigner un type à un autre.
Et bah, du coup, bah non, le compilateur il me dit non, non, là, tu es en train de me mettre une phrase alors que tu attends un nombre. Ok. Hop là. Euh, on va parler de la fameuse table ASCII puisque je fais que de la mentionner depuis tout à l'heure. Est-ce que je la retrouve? Je l'ai ouvert sur Wikipédia. On va regarder un petit peu ce qu'est ça. Alors, la table ASCII, c'est quoi globalement? C'est une table de référence en fait pour insérer des caractères. Donc, nous, on va se baser sur la colonne char et décimale. Hexadécimal, on va pas faire forcément attention. Je vais zoomer un chouïa. En fait, un entier qui est par exemple de code, on va prendre euh, ici 48. Si je mets int 48, en fait, son équivalent en caractère, en char, c'est pour ça que les int et les chars peuvent communiquer entre eux, mais jusqu'à une certaine limite, son équivalent en caractère, ce sera 0. Et c'est pour ça que dans les premiers projets, vous allez pas mal travailler avec putchar, parce que pour print, vous pouvez print caractère par caractère. Donc cette table-là, en fait, si- quand vous voyez décimal, c'est que c'est int, donc c'est un entier, et quand vous voyez char, c'est un caractère. Je pense que c'est un peu flou à ce niveau-là. On va essayer d'aller voir ensemble directement dans notre code. Donc char letter, si par exemple je veux lui dire, donc là en gros j'ai une combinaison, donc ça travaille sur, si vous avez, alors non, peut-être que vous êtes documenté ou pas, mais ça travaille sur 7 bits, la table ASCII. En général on se dit qu'un caractère c'est 8 bits, donc un byte, et que du coup il y a 256 informations possibles. Là il y en a 7, donc on a 128 informations possibles, donc 7 bits, pour ceux qui veulent se renseigner un peu là-dessus. Donc on a de 0 jusqu'à 127, donc ça fait bien 128 informations qu'on peut stocker dans les différentes en tout cas dans les 7 bits, parce que les bits jouent avec le binaire, on va pas trop s'étaler non plus là-dessus. Euh, pour revenir à ça, du coup, est-ce que je peux essayer de, on va essayer de split pour avoir la table à côté. Donc là, char letter, si je veux que par exemple, je veux print dans mon char, je veux mettre, je dis n'importe quoi, le 0, le caractère 0, je veux que mon caractère, on va se mettre, on va essayer d'être explicite, et on va l'appeler 0 ce caractère, et bah je peux lui dire, en général, quand on met un caractère, on va mettre les simple cotes ici. Je pourrais très bien lui mettre 0 comme ça. Mais ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aussi le passer en mode euh, plutôt lui donner un code décimal. Donc ce que je vais faire, c'est que je sais que pour le caractère 0, si je veux print le caractère 0 et pas le nombre entier, eh ben, j'ai besoin de mettre justement un entier qui est, on a vu, 48. Ok? Donc là, on pourrait se dire, mais ça fonctionne pas parce que tu nous as dit tout à l'heure, on mélange pas les torchons et les serviettes, etc. Mais comme je vous dis, de 0 à 127, le type char accepte les entiers parce qu'il sait que ça fait référence à un caractère particulier. Ok? Donc là, on a l'alphabet, on a un dollar, pourcent, etc. On va tester ça tout de suite. On va enlever ça pour le moment. Et du coup, j'ai plus besoin de me servir de printf. J'aurais dû récupérer la fonction putchar qui est, hop là. Et du coup, je vais char 0 et si je fais pas trop de bêtises, normalement, normalement il va me dire OK, on va essayer. OK, donc ça compile, j'ai pas d'erreur. Et si, alors, petit rappel aussi sur, c'est un peu décousu, excusez-moi, mais sur GCC, quand on compile comme ça, juste GCC main.c, on va regarder, mais on a un exécutable a.out par défaut. Si on veut nommer vraiment notre exécutable, on fait GCC le nom de notre fichier, et ensuite on met un "-o" pour l'option output file, vers quel fichier on veut le renommer, et on lui donne le nom. Donc là, on peut lui dire print 0, par exemple. Et là, si je fais ls-l, bon, j'ai toujours mon petit a.out, mais vous voyez que j'ai aussi mon exécutable print 0. Donc, je vais me servir de print 0, et là, on le voit pas parce que j'ai pas mis mon petit slash n, mais il est tout en bas à gauche, et on voit que ça a print 0. Hop là. Donc voilà, et que je me... Hop là, hop. Donc, comme je vous disais, donc soit vous choisissez, soit on aurait pu mettre char 0 comme ça, et après on va venir aux boucles, ça va vous permet de faire le lien. Donc soit on aurait pu mettre 0 comme ça et ça aurait fonctionné.
CTRL X, CTRL S, et du coup, on va recompiler vu qu'on a fait une modification. J'ai pas d'erreur. Et là, print 0, il me reprint 0 tout en bas à gauche, là on le voit juste avant route. Il faudrait que je mette mon anti/. Donc on a deux choix en gros. Pour print un caractère, on a deux choix. C'est soit on se sert du code décimal ici, soit on se sert du caractère qu'on va mettre dans la variable char. Euh, donc voilà, mais globalement, si je voulais, alors j'ai pas envie de réaliser les tâches, mais en fait, pourquoi on a ça? C'est que en fait, on peut très bien jouer avec les boucles. Les boucles, vous savez qu'on incrémente un compteur, etc. Et je sais qu'il y en a peut-être au tout début, quand on fait l'exercice A, B, C, D, E, où on doit print l'alphabet. Et ben on sait que là, l'alphabet par exemple en minuscule, il commence au code 97 et il se termine au 122. On sait que les boucles, c'est plus simple de travailler avec des entiers. Et au final, bah, du coup, on peut commencer à travailler sur ces boucles avec les entiers pour pouvoir print euh, progressivement notre alphabet. On va essayer de se faire un petit exemple. Donc, si par exemple, on va mettre char letter, on va y retourner, et qu'on va lui dire, ou alors encore mieux, int i est égal à 0, et là on va voir les boucles. Sans expliquer les boucles, je sais pas si c'est la bonne idée, mais... Attendez, que ce soit pas trop décousu. On a vu ça, donc la table ASCII, on a vu. Est-ce que c'est OK pour ceux qui, alors ceux qui n'ont pas envie de répondre, répondez pas, c'est pas trop grave, mais pour ceux qui ont encore du mal avec la table ASCII, est-ce qu'il y a besoin de précision là-dessus ou pas? N'hésitez pas dans le chat si besoin. Et puis après, on va se faire une boucle for. Donc, et du coup, il nous faut. Alors bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Ok, donc du coup, la fonction putchar, on peut essayer d'aller voir putchar function inc. Donc vous en avez une qui est fournie indirectement dans dans le projet. Putchar function inc. Donc la fonction putchar, on a dit, c'est pour écrire un caractère et elle retourne un int, donc globalement un statut, et surtout elle a besoin d'un int character. Alors pourquoi on lui donne pas plutôt char character? Bah, parce que encore une fois, vu que c'est un caractère, elle va comprendre que si on lui envoie 97 ou 72 ou 105, elle va comprendre, elle va le transformer en caractère et du coup elle va faire la conversion. Ok. Donc c'est pour ça que là ici, on va essayer de repréciser après les boucles. Mais dans ma boucle, je peux très bien, du coup, avoir un entier i. Au début, je l'ai initialisé à 0. Après, je lui donne la valeur 97. Donc, mon i est égal à 97. Ça reste bien un entier. On n'a pas mis de caractère. Euh, et on va lui dire, tant que i est inférieur ou égal à 122, on va à chaque fois augmenter i de 1 à chaque tour de boucle. On va dire putchar moins i, etc. OK? On va tester et après, on précise un peu les boucles pour ceux qui ont peut-être un peu de mal parce que c'est pas forcément facile. On va peut-être s'essayer à faire un peu de whiteboarding. Hop, donc là je fais une modification, je vais retourner compiler pour voir si j'ai pas d'erreur, ce serait possible. Ok, du coup, voilà, vous voyez ma sortie, là ça a fonctionné. Donc ABCD, nanana, ok. Bon, je vous donne globalement, c'est la solution, je pense, pour les premières tâches du second projet, c'est pas dramatique. L'idée c'est de comprendre un petit peu comment fonctionne la table ASCII parce que c'est pas évident au début. Et donc, j'en sais rien, mais si demain vous avez besoin de print les nombres, vu que Putchar, on vous demande d'utiliser seulement Putchar dans les projets, bah vu que Putchar, lui, il comprend que les entiers, si vous mettez Putchar 0, Putchar 1, je pense notamment peut-être à des tâches qui demandent de print de 0 à 9, en faisant 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si vous mettez Putchar 0, Putchar 1, bah, il va juste vous printer nul, start, machin truc, etc. Il faut plutôt aller voir le caractère 0, où est-ce qu'il est? Voilà, je viens de le trouver, c'est à 48.
et il s'arrête à 57. Donc à moi de faire la boucle avec euh, les bonnes bornes globalement pour printer le résultat que j'ai envie. Ok? Et après, on a plein d'autres choses différentes si on veut print un deux points, etc., etc. Mais ça demande un petit peu de compréhension cette conversion en table ASCII et les caractères. Vu que Putchar, quand on va voir la documentation, on sait qu'il attend un int. Alors je crois que le Putchar qui est fondé, la fonction Putchar qui est donnée par Holberton est un peu différente dans son prototype. Regardez bien la différence. Mais de toute façon, que ce soit un char ou un int, c'est exactement la même chose. En vérité, on pourrait aussi travailler avec un char ici et il comprendrait pareil. D'ailleurs, on va essayer. Hop là. Hop. Alors, je sais pas du tout si ça fonctionne. Non, je pense que ça va pas fonctionner, mais c'est pas grave, on va tester. Ça me fait quelques rappels en C. Ça fonctionne. Vous voyez, ça fait le même résultat. Donc pourquoi ça fonctionne? Parce que comme je vous disais, les chars, en tout cas jusqu'à une certaine limite, ils peuvent faire la conversion entre le char et l'int. Et encore une fois, il faut pas dépasser par contre le 0 ou le 127 si on travaille avec des int. Par contre, les caractères, il va comprendre que au début on commence à A et qu'on va jusqu'à Z. Si je lui disais un autre caractère qui n'existe pas dans cette table-là, il comprendrait pas, on aurait certainement une erreur. Voilà globalement pour la table ASCII, les différents types. Euh, J'espère que ça n'a pas été trop décousu sur cette partie table ASCII. Ce qui est important, moi je vous recommande plus, pour ceux qui sont dans les projets en tout cas, je vous recommande de travailler plutôt avec les int. Donc par exemple, int, j'en sais rien, on va plutôt mettre index, refaire comme on a fait tout à l'heure tout simplement. Là il est à 0, donc mon int, tel qu'il est à 0, là, il est plutôt égal à nul si je le putchar. Je vais modifier ma boucle. Et si je voulais print, j'en sais rien, moi je veux print, parce que je veux print le caractère, donc on prend bien la colonne là, caractère, moi je veux print du point d'exclamation, je refais un exemple, jusque, jusque au slash là. Du coup, hop là, je reviens, et ben je sais que je dois print mon integer de 33 jusqu'à 47. Donc là, vu qu'au début je l'ai mis à 0, bah, je vais leur donner 33, parce qu'au début de ma boucle, je veux qu'il soit égal à 33, et à son premier tour de boucle, du coup, il sera bien égal à 33. Et je veux que index aille jusqu'à, on a dit, est inférieur ou égal à, attention aux opérateurs arithmétiques hein, d'ailleurs, 47, et on va incrémenter index pour qu'il prenne plus 1 à chaque fois, comme ça, à chaque tour de boucle, au début, il va être égal à 33, au tour suivant, 34, 35, 36, blablabla, puis il va arriver à 47, et dans ces cas-là, il va s'arrêter. Hop, je modifie ce que j'ai dans mon putchar. Index, tac. Et est-ce que ça fonctionne? J'ai fait une modification, donc je recompile pour voir en plus si j'ai des erreurs. Et là, il m'a dit i est n'est pas déclaré. Donc on revoit un petit peu une erreur du compilateur. Encore une fois, le compilateur est plus là pour vous aider. Là, il me dit erreur i n'est pas déclaré. Donc on s'est dit pendant cette live session là que déclaration, c'est quand on crée vraiment la variable. Donc je pense que finalement, bah, j'ai pas de variable i qui existe. On va aller voir ensemble. Et en effet, moi j'ai fait plutôt index. Donc forcément, il va pas connaître i. C'est clair le ASCII en tout cas. Ok. Bon, bah j'espère parce que c'est pas forcément très simple. Je me souviens de mes débuts aussi là-dessus. Et là, j'ai fait disparaître l'erreur parce que j'ai bien nommé. Mince. Hop, et vous voyez, on a notre sortie. En fait, j'aurais mieux fait de changer de scène parce qu'avec mon... Hop là, non, c'est pas mieux du tout en fait. Parce qu'on a les liens, je vais les enlever ces liens-là. Tac. Voilà. Et ça, c'est pas mieux non plus.
on voit pas forcément avec ça là à noter, ça c'est zoom. Mais globalement, si on va faire ls. Vous voyez, ici, on s'en fiche, mais on voit la sortie, comme je disais, parce que je me suis fié à la table ASCII pour putchar les bons codes qu'il attendait. Voilà, on va pas avoir le temps de repasser, de toute façon, à chaque fois, on est un peu pris par le temps. On va pas avoir le temps de bien repasser sur les boucles. Euh, L'idée, c'est de toute façon d'aller chercher l'aide où vous le pouvez. N'oubliez pas de vous référer au framework. J'ai quand même quelques autres petits messages à faire passer. Donc, compilateur, apprenez à lire vos erreurs dans le compilateur. En général, c'est les plus simples, c'est le plus dur à comprendre au tout début, mais une fois qu'on les comprend, c'est le meilleur moyen de se débugger. Est-ce que j'avais d'autres choses? Pour comprendre un peu tous ces concepts aussi, souvent quand on est à Holberton, et moi le premier quand j'y étais, on restait beaucoup dans le cadre de faire les tâches, réaliser les tâches, ce qui nous est demandé, et puis on s'arrêtait là. Moi je pense que on a la documentation, on prend beaucoup d'informations, et ce qui est important à faire, c'est de pratiquer et de faire des petits tests et se tromper, parce qu'on apprend par l'erreur. Moi le premier, hein, j'ai fait des erreurs, là ça m'a fait quelques rappels. Donc pour ça, moi ce que je fais toujours, et d'ailleurs on peut aller dans mon VS Code, vous voyez ici j'ai mes projets, j'ai toujours mon petit fichier main.c. Mon petit fichier main.c, il sert à me rappeler quelques trucs et à tester des choses. Parce que bah, des fois, on fait du Python, on est sur 30 000 langages, on se souvient plus parfaitement de, toute, de ce langage-là. Donc moi, ça me permet de rapidement faire du code et puis de tester des choses, refaire des boucles, etc. Vous pouvez très bien vous faire dans votre terminal, du coup, à chaque fois que vous arrivez, un petit touch test.c, aller dedans, du coup. Et puis ce fichier test.c, là, du coup, bah, remettre vos directives de, hop là, include stdio.h, int main, void, hop, hop. Et puis ensuite, en gros, vous faites vos petits tests, quoi. Peu importe, là, je fais n'importe quoi, mais faites vos tests avec la table ASCII, etc. En fait, à partir du moment où vous êtes sur une tâche Holberton, vous êtes vraiment focus que sur la tâche. Alors que pour comprendre un concept aussi, bah, il faut tout simplement d'abord le pratiquer avant de l'appliquer à la tâche qui demande de l'utiliser. Donc moi, je vous recommande très fortement de vous faire un petit fichier de test, comme ça, que vous appelez test.c. Vous mettez bien votre fonction main dedans, parce qu'on, vu que c'est le point d'entrée, on a besoin d'avoir cette fonction main. Et puis bah voilà, là je me souviens plus, est-ce que c'était bien comme ça que j'utilisais printf, tac tac, et puis après gcc test.c du coup, et moi je l'appellerai test à chaque fois. Je vérifie s'il est bien là, test, on l'a vu. Et ça me permet un petit peu de tester des trucs dans mon fichier test globalement, qui est même pas du tout lié aux tâches Holberton. Donc là, je vais l'exécuter. Et voilà, j'ai mon coucou qu'on voit pas forcément parce que j'ai voilà à quoi ça ressemble quand c'est un exécutable. Au moins, on sait. Parce que j'ai pas mis mon petit backslash n qui me permet de print aussi une nouvelle ligne. Et je vais recompiler vu que j'ai fait une modification. Hop. Donc voilà, moi ça m'a permis de là, bon, on voit toujours pas. Hop là, vous voyez, j'ai mis mon petit coucou dans mon test pensé et je peux très bien m'amuser à faire des tests avec la table ASCII pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que j'ai bien compris, ok, j'ai compris le concept, bah, je vais aller l'appliquer dans les tâches et faire ce qu'on me demande. Plus simple encore, si vous avez que voilà, vous pouvez pas faire de fichier test.c, etc. Vous pouvez aussi aller sur Python Tutor. Hop là, et on va faire vite rapidement. Python Tutor, en fait, c'est en ligne et ça vous donne un compilateur en ligne. Vous voyez ici, Start Coding Online. Vous avez différents langages. Vous sélectionnez le C et Python Tutor, il a en plus un avantage en plus, c'est qu'il va vous faire du code pas à pas. Il va lire votre code pas à pas, c'est-à-dire que il y a les numéros des lignes à gauche et petit à petit, en fait, il va vous donner le résultat de chaque ligne de code dans une fenêtre à droite. On va regarder ça ensemble. Je sais plus s'il y a besoin de mettre les bibliothèques, mais on va le faire par. Donc là, j'en sais rien, int i est égal à 0. Hop, coucou. Coucou live session, on va préciser quand même le contexte. Puis i est égal à 9 ici. Voilà, et puis printf. On dépasse un peu, mais c'est pas grave. I, hop, hop, hop.
return 0 pour dire que mon programme s'est bien passé. Alors, est-ce qu'on a des problèmes? Donc là, il compile tranquillement mon code. Et vous voyez, en fait, à droite, on voit un petit peu, il faut imaginer la mémoire vive comme des cases hein, globalement. Et là, du coup, il a créé dans ma mémoire vive la variable i. Et vous voyez, la petite flèche rouge, là, à ce stade du code, il est rendu au 4. C'est comme si on a dit que c'était une suite, une séquence d'instructions. Donc, il le lit ligne par ligne, le code. Là, en ce moment, là, quand il lit mon code, il est rendu à la ligne 4. Donc, ligne 4, bah forcément, i, il sait que c'est enfin, il sait pas quelle valeur a i. Donc on va faire next. Vous voyez qu'il y a 7 étapes dans mon code, il y a 7 instructions globalement. Ouais, globalement, en tout cas c'est les étapes, mais il y a 6 instructions, bref. Donc là il est là, donc pareil, on déclare, ok, on la déclare, on la met. Hein. Puis cette fois-ci, il sait qu'à la fin de cette instruction-là, bah, c'est 0 qui est stocké dans la variable i. Ensuite, on a notre sortie, print output. Donc output, je rappelle, c'est la sortie. Printf %d, donc là, on cherche à print la valeur de i, donc on a bien 0. Cette fois-ci, on est à l'étape 7, donc l'instruction suivante. Hop, il me rajoute à la suite coucou live session. Désolé pour la faute d'orthographe. I est égal à 0 à ce moment-là, mais quand il va réaliser cette instruction-là, à mon avis, ça va changer en mémoire ici. Donc là, cette fois-ci, c'est bien 9. Et là, il me print 9. Donc Python Tutor aussi pour essayer de comprendre et d'appliquer, c'est très pratique en vérité. Donc n'hésitez pas, et s'il y a bien un message à faire passer, c'est que sortez un peu du cadre des tâches. Alors forcément, ça demande du temps supplémentaire, mais n'oubliez pas que le plus important, c'est de comprendre ce que vous faites, et ça passe par la pratique. Et des fois, les tâches, les énoncés, on est un peu intimidé par tout ce qu'il y a, on comprend pas sur le moment, et avant même d'avoir compris le concept en lui-même, on cherche à comprendre le concept, plus à l'appliquer à un cadre bien restreint de la tâche. Donc d'abord, essayez-vous, faites des fichiers de test, compilez par vous-même pour pratiquer les concepts que vous abordez durant votre formation. Voilà, il y avait plein d'autres choses que je m'étais noté, mais on dépasse un peu le timing autorisé et je vais me faire arrêter par la police du temps si je continue. Donc, je vais vous laisser ici. J'espère que ça a été constructif, instructif pour ceux qui ont assisté à ce live coding. Et puis, si vous avez des questions, je reste évidemment disponible sur Slack, Axel Goré, je suis sur les campus de Rennes et de Laval. Puis voilà, bon courage à tous ceux qui sont dans les projets de C et qui se disent mais oh my god, comment c'est dur. Je suis aussi passé par là et on y arrive tous en persévérant et surtout en travaillant avec les bonnes méthodes. Donc, euh, donc voilà. Euh, Écoutez, je vous laisse ici et puis à la prochaine. Est-ce qu'il n'y a pas un ending screen dans mes scènes? Non, il n'y a pas end streaming. Bah, je vous mets sur le start.